Alors là, je passe donc la parole à Mélanie. Il va vous montrer une expérience extrêmement originale et il va vous développer la philosophie qu'il a développée, qu'il a mise en place sur les scolioses neuromusculaires, en particulier là. Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous dire combien je me sens honoré ce jour d'être présent devant vous pour vous présenter notre expérience de la chirurgie de la scoliose de l'enfant, et ce grâce à l'enseignement de mon maître Jean Dubussé pendant les 25 années que j'ai pu passer avec lui à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Je vous rappelle en premier les principes de base du traitement de la scoliose de l'enfant, qui commence d'abord par un traitement orthopédique par des corsets, et puis en cas d'échec du traitement orthopédique par les corsets, on passe à la chirurgie sous la forme d'une arthrodèse vertébrale qui est réalisée à l'adolescence parce que c'est une intervention qui arrête la croissance rachidienne. Mais un certain nombre de scolioses restent résistantes au traitement orthopédique et pour lesquelles nous sommes amenés à proposer un traitement chirurgical précoce qui peut être soit sous la forme d'un freinage de la croissance convexe, soit par une épiphyseudèse, soit par des implants du type agrafe ou ligament, soit par le guidage de la croissance. On met en place une instrumentation qui n'est pas verrouillée et on laisse croître les vertèbres le long des tiges. Soit une troisième technique qui est celle de la distraction concave et qui, pour nous, a retenu notre attention pour les raisons suivantes. D'abord, une raison biologique, parce que c'est la technique qui préserve le mieux la croissance osseuse, et pour des raisons mécaniques, parce que parmi les trois techniques, c'est celle qui nous donne le meilleur taux de correction de la déformation, d'une part grâce à l'action bipolaire aux deux extrémités du montage, donc c'est le principe mécanique de base de la correction d'une déformation, d'une courbe, et puis grâce à la possibilité d'obtenir une correction progressive en jouant sur la viscoélasticité du corps. Et ça, c'est une notion qui est très très importante, qui nous a été apprise à Saint-Vincent-de-Paul par Jean Dubussé, et qui pour nous est fondamentale dans la prise en charge des scolioses importantes, sévères. Et c'est quoi la viscoélasticité? C'est la capacité qu'a un corps à se déformer de façon progressive dans le temps sous l'effet d'une charge permanente. Et donc, nous appliquons ce principe sur la déformation rachidienne. Il y a plusieurs types de techniques qui permettent d'obtenir le relâchement viscoélastique du tronc et de la colonne, que ce soit par la traction nocturne ou l'auto-élongation de Cottrell, que ce soit par le plâtre d'élongation de Stagnara, que ce soit par la traction à gravité ou par des dispositifs externes comme le fixateur externe d'Ilizarov. Ceci est un exemple qui objective bien le résultat qui a été obtenu grâce au relâchement viscoélastique de la colonne vertébrale et du tronc du patient suite à des retentions régulières de la tige. En 5 ans, nous avons pu obtenir une correction aussi importante grâce à cette qualité de relâchement viscoélastique. Nous avons revu l'année dernière une série d'enfants à qui nous avons appliqué ce principe, cette technique, et donc nous avons colligé les 33 premiers cas qui sont arrivés en fin de croissance, à maturité squelettique. Ils ont été opérés à un âge moyen de 10 ans, avec un recul moyen qui dépasse actuellement les 7 ans. La technique chirurgicale utilisée a été toujours la même pour tous les enfants. C'est une technique simple, associant une tige dans la concavité qui est fixée par 3 crochets en proximal et par 2 vis pelliculaires en distal.
l'élément le plus important dans cette technique, c'est qu'on ne touche pas au sommet de la courbure ni à la zone intermédiaire pour préserver sa virginité et sa croissance. Le taux de correction moyen de l'angle de Cobb a été de 50% dans notre série. Et puis, nous avons eu 18% de complications, à la fois des fractures de tige que des infections. Nous avons eu quelques syphoses proximales jonctionnelles, mais qui n'ont pas nécessité de chirurgie en urgence, et puis une alerte PES sans retentissement clinique en post-opératoire. Dans cette série de 33 patients, nous avons réalisé 20 arthrodèses pour des enfants chez qui nous avons estimé la correction insuffisante. Par contre, 13 d'entre eux, ce qui correspond à 40%, l'arthrodèse définitive ne nous a pas paru nécessaire parce que le résultat final était tout à fait acceptable. Donc cette méthode de distraction concave, non seulement elle préserve la croissance, mais elle permet une stimulation de cette dernière grâce à la tension permanente qui est appliquée sur la colonne vertébrale. Et vous voyez sur cet exemple-là, 6 ans après la mise en place de l'instrumentation, nous avons pu faire grandir en hauteur les vertèbres comme celle de L1 qui n'est pas du tout instrumentée. Et vous voyez au début, son grand diamètre était horizontal, et à la fin du traitement, il est devenu vertical grâce à la stimulation et à la tension permanente et au relâchement viscoélastique de l'os qui a permis de favoriser la croissance. Et il est important donc d'appliquer cette méthode avant l'âge de 8 ans parce que c'est l'âge auquel la croissance alvéolaire et pulmonaire est censée se terminer. Mais cette méthode, je le signale, est assez exigeante et il faut respecter certains principes de base pour que ça marche. Voici un premier exemple d'une jeune fille présentant cette scoliose syndromique que nous avons prise en charge à l'âge de 10 ans. Et voici le résultat que nous avons pu obtenir à l'âge de 17 ans. Voici les photos cliniques à l'âge de 10 ans et les photos à l'âge de 17 ans à la fin de la croissance. Un deuxième exemple d'une dystrophie musculaire congénitale qui a porté un corset en permanence pendant de nombreuses années, mais devant l'échec de ce traitement, nous avons été amenés à l'opérer et vous voyez ici le résultat auquel nous avons pu obtenir grâce à la retention régulière de tige et à l'action que nous avons pu appliquer sur cette colonne tout en essayant donc d'obtenir le relâchement viscoélastique dont je vous ai parlé. Voici les images initiales de cette demoiselle et les photos en fin de croissance. Un troisième exemple d'un syndrome polymalformatif avec cette déformation qui a été multi-opérée ailleurs et à qui nous avons appliqué la même technique et nous avons pu obtenir ce résultat à la fin de la croissance. Voici les images de ce garçon à l'âge de 9 ans quand nous l'avons pris en charge. Vous voyez les cicatrices de la chirurgie antérieure. Et là, vous voyez le résultat auquel nous avons pu arriver grâce à cette progressivité dans la correction de la déformation. Là, je vais vous parler des scolioses neuromusculaires, qui est une population à part et qui, pour nous, est l'une des meilleures indications de cette méthode de correction progressive des déformations. Pourquoi? Parce que cette population a toujours été traitée jusque-là de façon orthopédique, comme on l'a vu pour les scolioses lymphatiques, mais particulièrement dans cette population de patients, le traitement orthopédique n'est pas efficace. Et plus de 90% des enfants traités orthopédiquement finissent par avoir l'arthrodèse à l'adolescence. Et puis ce traitement n'agit pas sur les troubles du tonus, il est souvent mal toléré. Et de notre côté, l'arthrodèse vertébrale qui est réalisée à l'adolescence est une chirurgie qui est très très lourde, qui est trop agressive, qui est surdimensionnée, sur des enfants qui sont souvent grabataires, qui ne bougent pas beaucoup, qui ne développent pas beaucoup de contraintes. Et puis, les risques et les complications de cette technique sont élevés dans toutes les écoles. Donc, pour cette population de patients, nous avons appliqué le même principe de la correction progressive en mettant au point une technique originale qui est basée sur une fixation bipolaire solide
qui nous permet d'obtenir une correction progressive dans le temps, et ceci grâce à un abord mini-invasif. Donc je vais vous détailler un petit peu plus cette méthode. La fixation proximale, elle est assurée par 2 pinces de crochet en haut, et l'effet pince augmente la résistance à l'arrachage de la fixation. Et puis en distal, nous avons utilisé la technique de fixation au milieu sacré qui nous a été apprise par notre maître Jean Dubousset et qui a fait ses preuves dans le temps, puisqu'elle s'est avérée la plus solide et la plus fiable dans un os très osteoporotique comme celui de ces enfants non musculaires. Et puis l'abord est mini-invasif, comme vous le voyez. Voici quelques photos cliniques qui montrent la mise en place de la vis sacrée par voie percutanée. Pardon. Et puis le passage en transmusculaire de la tige d'une incision à l'autre, ce qui est une intervention qui est à peu près 3 fois plus courte qu'une arthrodèse et qui est beaucoup plus légère pour ces enfants. Nous avons ainsi, l'année dernière, pu revoir nos 100 premiers cas à qui nous avons appliqué cette technique, avec un âge moyen qui était de 11 ans et demi. La plupart étaient des encéphalopathes, mais il y avait 22 avec atrophie spinale infantile et puis d'autres étiologies neurologiques. Le recul moyen est de 2 ans et demi, avec 6 ans pour le plus ancien. L'angle de Cobb moyen, la correction moyenne de l'angle de Cobb a été de 61%, celle de l'obliquité pelvienne de 83%. Nous avons eu tout de même 22% de complications, mais c'est moins de la moitié des complications de l'arthrodèse rapportées dans la littérature. Nous avons eu des infections, une seule fracture de tige, et puis 14 alertes PES sans retentissement clinique au rêvé. Dans aucun des cas, nous n'avons été amenés à transformer cette instrumentation mini-invasive en une arthrodèse parce que le résultat à long terme était stable et il dépassait nos attentes en matière de correction. Alors pourquoi ce montage tient la route, puisque tout le monde pense qu'il faut faire l'arthrodèse pour être tranquille, pour éviter les fractures de tige? Parce que ce montage s'est avéré suffisamment solide grâce à ces 2 ancrages solides, aussi bien en haut qu'en bas, et grâce à sa forme géométrique en tour Eiffel, qui répartit les charges, et puis grâce à des faits fusibles qui sont au nombre de 3 au moins. Le premier, c'est celui de la flexibilité des tiges, puisque c'est un montage long. C'est un petit peu comme un trombone. Si vous le tenez par ces 2 dépliés que vous tenez à ces 2 extrémités entre vos mains, vous aurez du mal à le casser parce qu'il est flexible et malléable. Et puis, un montage long comme ça aussi, ça rappelle les roseaux qui, quand il y a un vent fort qui souffle, ils se plient sans se casser, puis quand la tempête se calme, ils reprennent leur forme initiale. Et puis, l'utilisation des dominos qui relient les 2 tiges peut aussi absorber des contraintes en tension. Et enfin, le connecteur aigu sacré qui est utilisé à la base du montage joue le rôle d'un diabolo du pied de main de planche à voile, puisqu'il y a une polyaxialité qui absorbe les contraintes. Et puis ce montage il est évolutif et c'est l'un de ses grands avantages par rapport à l'arthrodèse. Je vous signale que quand on fait une arthrodèse, c'est définitif, on ne peut plus revenir, on est obligé de se contenter du résultat obtenu. Alors qu'avec ce montage-là, on peut revenir autant de fois que c'est nécessaire pour réaliser des retentions de tiges plus ou moins symétriques qui nous permettent de poursuivre la correction de la déformation, qu'elle soit rachidienne ou pelvienne, comme vous le voyez sur ce schéma, où nous avons réussi à corriger progressivement l'obliquité pelvienne de ce patient. Et pour éviter les chirurgies itératives, nous avons travaillé sur un projet de développement d'une tige auto-extensible avec une société française et nous avons donc réussi à mettre au point une tige que nous commençons à utiliser. Elle est actuellement en cours d'études cliniques et dont le principe est d'être extensible dans un sens sans pouvoir faire marche arrière. Et voici donc le schéma que l'on attend de cette technique-là, une correction progressive jouant sur la viscoélasticité et qui nous permet de pousser plus loin les frontières de la correction de façon progressive et peu agressive.
Voici quelques exemples des premiers cas. La radio initiale, la radio post-op, la radio 3 mois après. Vous voyez ici, dans cet arrondi, la quantité de croissance qu'on a pu obtenir grâce à des exercices de traction sur les tiges. Un deuxième exemple d'un encéphalopathe, 17 ans. Pareil, nous lui avons posé ces tiges extensibles et nous avons réussi à obtenir une extension de plus de 15 mm sur chaque tige. Donc l'enraidissement rachidien est une notion qui n'est pas nouvelle. Depuis les premières instrumentations de Hamilton, l'instrumentation de Luque, puis les SQRCD que nous avons réalisés avec Jean Dubousset à Saint-Vincent-de-Paul, nous avons constaté qu'au bout de quelques temps, il se passait une espèce de fusion spontanée. Et pour certains cas, nous avons prévu de faire une arthrodèse, nous ne l'avons pas faite parce que le dos était enraidi. Et puis récemment, un journal américain a publié une série de 160 patients dont 18% n'ont pas eu besoin d'être arthrodésés parce qu'ils se sont enraidis dans une bonne position. Et puis dans notre série de tiges uniques que je vous ai montré au début, 40% de nos cas se sont enraidis sans avoir besoin d'arthrodèse. Cet exemple-là, il objective bien cette théorie d'enraidissement progressif et différé avec le temps. Vous voyez ici cette jeune fille de 6 ans avec sur la radio, sur le scanner en implant et sur le scanner 3D, vous voyez l'espace discal et la taille des vertèbres. Et regardez, 6 ans après la mise en place du matériel, comment les espaces discaux et les surfaces articulaires se sont atrophiés alors que l'os a continué sa croissance. Voici un premier exemple d'une fille de 12 ans, syndrome d'Ulrich, pour laquelle nous avons appliqué la première version du montage. Et voici, après quelques retentions de tiges, le résultat que nous avons pu obtenir. Voici les images cliniques qui montrent le bénéfice de cette méthode sur l'état général et l'atrophicité de ces enfants-là, de telle sorte que ces enfants-là sont beaucoup mieux, aussi bien sur le plan général que sur le plan du confort et de la qualité de vie. Ça, c'est un exemple d'une atrophie spinale infantile. Là aussi, vous voyez sur la deuxième radio l'inefficacité du corset. Nous l'avons opéré, nous avons entendu ces tiges, le résultat de profil. Et là, vous voyez sur les photos cliniques le résultat que nous avons pu obtenir sur l'état général de cette demoiselle grâce à cette méthode. Un troisième exemple d'un encéphalopathe, là aussi avec un bassin audique majeur. Nous l'avons opéré avec une correction partielle au début, comme on obtenait avec les arthrodèses. Puis nous l'avons retendu une fois, et nous l'avons retendu une deuxième fois, et nous avons pu ainsi corriger complètement son bassin audique, chose qu'on n'a jamais pu obtenir avec les arthrodèses. Vous voyez ici, vous constatez là aussi l'amélioration de son état général grâce à cette méthode mini-agressive. Un dernier exemple d'un syndrome d'Ulrich, là aussi, à l'âge de 11 ans, le fruit de, disons, le résultat d'un traitement orthopédique, nous avons appliqué la même méthode, et voici donc le résultat que nous avons pu obtenir, et les photos cliniques prouvent bien, là aussi, l'amélioration de l'état général de cette demoiselle grâce à cette méthode mini-invasive. Je vous remercie de votre attention. Merci le prix, parce que tu nous as démontré de manière claire que finalement tous ces montages hyper rigides ne sont pas toujours très bons. La preuve, c'est qu'ils se cassent, c'est qu'il y a parce que les adultes connaissent bien ça, alors que là, tu nous as bien montré que lorsqu'on réalise exactement ce que Pierre Stagnara vous avait appris avec le plâtre d'élongation, qui était très long pendant plusieurs semaines, mois, où ces patients étaient dans leur plâtre, on avait cette correction progressive que toi tu obtiens. C'est une espèce de plâtre d'élongation interne. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et surtout, tu nous as montré une deuxième chose fondamentale, à mon avis, c'est que tu ne touches pas, tu touches le moins possible le rachis, et que tu joues beaucoup sur les parties molles, tu passes à travers l'apex, tu ne touches pas l'apex. Et ça, c'est quelque chose d'important, surtout si tu nous amènes la preuve que tu nous as montré dans un certain nombre de cas, de l'enraidissement spontané. Mais pour ces patients, moi qui ai vu ça de loin, la chose
fondamentale et que les parents eux-mêmes ont vu, c'est le changement de l'état général de ces enfants. Qui, quand ils étaient effondrés comme ça, il a suffi de les redresser pour qu'ils prennent du poids, qu'ils respirent mieux, etc. Ça a été fondamental. Et alors, évidemment, bien sûr, pas de saignement, etc. Beaucoup d'avantages. Vous avez plein de questions à poser à l'autre. Alors, oui, justement. Jean, Oui. juste une question à aussi. Jean et vous avez développé le système magnétique, c'est-à-dire le même système qui permet de distracter. On pourra parler du magnétique plus tard, parce que j'ai demandé comme discuteur, commentateur Ah bon? à ce travail, quelque chose qui va vous surprendre encore plus, vous les chirurgiens adultes, c'est Stéphane Boll qui va vous présenter son topo, juste là, maintenant. Et donc, après, puisque c'est un principe assez voisin, que tu as mis au point et que tu as expérimenté, si on peut dire. Et donc, vous allez... Ah ben, vas-y, Michel, vas-y. Pose une question à Lofty. Oui, une question à Lofty. Effectivement, c'est très mini-invasif, mais tu fais quand même plusieurs interventions pour réadapter, éventuellement changer les tiges. Alors, combien en moyenne, combien de réinterventions par enfant? Michel, est-ce que tu as vu la dernière diapo qu'il a montrée? C'est-à-dire que maintenant, son but, c'est de ne plus faire de réintervention, mais de faire des simples tractions. Parce que le système qu'ils sont en train de mettre au point va s'allonger de lui-même, sans intervention. Et quand on n'a pas encore le système... Ah oui. Oui, alors pour les monotiges, la moyenne était de 10 mois, tous les 10 mois de retention. Et pour les normes musculaires, c'est tous les 18 mois. Quand c'est nécessaire. Il y a certains enfants qu'on n'a jamais retendu pour des normes musculaires. Allez-y. Posez encore une question J'ai été surpris de l'ancrage ces grandes vis devenables des effets anciens. Oui, mais je ne comprends pas qu'en chirurgie adulte, on n'utilise pas ces vis-là, parce que tous les problèmes de chirurgie adulte, c'est en bas que ça craque, en M5 et ça, c'est là où les vis lâchent. Attends 2 minutes que Stéphane t'ait montré la chose. Chez les adultes de ce cas-là. Il va répondre à toutes les questions. Le président a dit que c'est Stéphane qui doit prendre la parole. Merci. Vas-y Stéphane.